Bon, ben nous allons commencer. J'espère que vous m'entendez bien, mais on a fait les tests, je crois que oui. Nous sommes avec Elisabeth Denner, associée chez Bearing Point, absolument ravie de vous accueillir pour cette deuxième session online sur le commerce dans le monde d'après. C'est notre 29e petit déjeuner, comme vous le voyez à l'écran. Et nous allons avoir aujourd'hui un programme extrêmement riche et je remercie et nous remercions par avance nos speakers et nos invités. Nous commencerons, après quelques mots d'introduction, par monsieur le professeur Moati, qui est professeur agrégé d'économie à l'université Paris Diderot et coprésident de l'Obsoco, et qui nous parlera de cette enquête que l'Obsoco a menée, cette recherche très intéressante que l'Obsoco a menée pendant le confinement et les perspectives qui s'en dégagent pour le monde d'après. Puis, nous laisserons la parole ensuite, alors après quelques questions, puisque vous pourrez poser des questions. J'en profite pour dire d'ailleurs que vous avez à votre disposition la chatbox. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser des questions au fil des interventions. Je les noterai, puis je les relayerai ensuite pendant la période de questions. Et puis ensuite, nous serons honorés par la présence de M. Yves Guénin, secrétaire général d'Optique 2000, et de Mme Delphine Mathès, présidente de Stocomanie, qui vont nous donner leur point de vue sur leur vision, sur ce qui s'est passé et sur ce qui risque de se passer par la suite du fait de cette crise sanitaire, puisque c'est l'objet de nos deux premiers webinars sur ce sujet. Alors, juste avant ça, je voudrais vous montrer un certain nombre de choses qui ont été produites. D'abord, je voudrais, ça tombe bien puisqu'il s'agit de collaboration avec l'Obsoco. Donc, je voudrais vous montrer cet ouvrage qui sort, qui est le fruit d'un travail précédent en collaboration avec l'Obsoco, puisque nous étions la chaire prospective du commerce dans la Société 4.0, était co-commanditaire de cette extrêmement intéressante étude, et l'actualité politique, sociologique, etc., donne beaucoup de robustesse à ce travail sur les utopies des Français. Je pense qu'on va en reparler aussi aujourd'hui. Et donc, à partir de cette étude, un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur les résultats. Les chercheurs qui sont membres du cercle de l'Obsoco, vous les avez sur la page arrière, la 4e de couverture, pour produire cet ouvrage que nous avons coordonné avec Philippe Moati sur utopie et consommation. Donc, c'est un ouvrage extrêmement intéressant qui met bien en avant ces questions d'utopie, les préoccupations des Français et les conséquences que ça peut avoir sur la consommation et le commerce. Donc, il est sous presse, il devrait sortir incessamment. Je voudrais aussi vous montrer deux autres choses qui, cette fois-ci, ont été produites par le SCP. Alors, ceux qui étaient avec nous, non, je vais, voilà, oui, c'est très bien. Ceux qui étaient avec nous la dernière fois, alors, ce n'est pas celui-là, je vais d'abord vous montrer l'ouvrage général, qui est celui-ci. Voilà, donc ceux qui étaient avec nous la dernière fois ont reçu ce travail assez exemplaire qui a été mené par l'ensemble de la faculté de l'ESCP sur l'ensemble de ces 5 campus européens et qui analyse à travers à la fois des travaux de recherche, des perspectives aussi de chercheurs, des témoignages de professionnels, les conséquences que pourrait avoir la crise sanitaire sur l'ensemble du management. On n'est pas uniquement sur les questions de retail. Et donc, c'est un e-book qui est totalement à la disposition de tout le monde. Nous sommes honorés, ravis d'avoir contribué et que l'école ait mené ce travail sous la direction de son doyen associé à la recherche et deux de nos collègues. Il est à votre totale disposition. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, on vous remettra le lien pour y accéder librement en PDF sur le site de l'école. Et puis, au sein de ce travail, nous avons, avec la coordinatrice générale de la chaire, le docteur Christelle Fournel, nous avons produit ce premier papier qui est un jeu d'hypothèses. Donc, il a, pour le coup, est beaucoup plus centré sur les questions de commerce, comment cette crise, quelles conséquences possibles cette crise pourrait avoir sur le commerce, sur le comportement des acheteurs, sur les stratégies des distributeurs. Alors évidemment, il n'y a rien de définitif, ce sont uniquement un jeu de conjectures et d'hypothèses. La recherche a besoin de temps long. Ce que je disais déjà la dernière fois, nous collectons des données, nous les compilons, nous avons des témoignages comme les très intéressants témoignages d'aujourd'hui, etc. Et tout ça va donner lieu à des
à des hypothèses, un premier jeu d'hypothèses, puis les affiner progressivement. Nous allons mettre en place un certain nombre de protocoles pour les tester. Nous attaquons un chantier un peu lourd là, sur l'impact du télétravail, les impacts possibles du télétravail sur la localisation du commerce et la stratégie des distributeurs, notamment par rapport à la remise en cause éventuelle à cause du télétravail, toute ce développement actuel d'implantation du commerce sur les lieux de flux, dans les gares, dans les zones d'activité, etc. Et donc, voilà, toute une série de choses qui vont être menées à partir de maintenant, à partir des hypothèses que nous avons produites dans ce papier, qui est à l'intérieur du précédent que j'ai montré, Managing a Post-COVID-19 Era. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais sans plus tarder laisser la parole au professeur Moatti, vous demander si ça ne vous ennuie pas de couper vos micros, mais je crois que c'est à peu près fait pour tout le monde, là je vérifie, pour que nous n'ayons pas de problème d'écho. Et puis n'hésitez pas à utiliser la chatbox pour nous mettre des commentaires ou des questions. Je vais les noter au fur et à mesure et puis nous les poserons ensuite à nos intervenants, au professeur Moatti et à nos deux éminents grands témoins de la communauté professionnelle. Mon cher Philippe, je te passe l'écran et tu as la parole. Juste ouvrir ton micro. Ça sera... Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Est-ce que vous voyez le slide? Parfaitement. Ben, tout va bien. On peut commencer. Bon, c'est pas très agréable comme ça, mais enfin, on a pris l'habitude de donner des cours comme ça, donc on est un peu rompu à l'exercice, malheureusement. Bien, donc je vais essayer de vous faire part en un temps limité de quelques réflexions et de quelques faits d'observation relatifs à l'impact de cette crise sanitaire sur la consommation et donc par ricochet sur le commerce. Donc je m'appuie sur un dispositif d'étude que l'Obsoco a mis en place dès les premiers jours du confinement, un dispositif qui repose sur deux jambes, l'animation d'une communauté en ligne d'une cinquantaine de personnes interrogées quotidiennement sur un tas de sujets. Et parallèlement à ça, la deuxième jambe, une enquête quantitative réalisée toutes les 2 semaines avec quelques questions qu'on trouve à l'identique, mais surtout des zooms sur des thématiques spécifiques à chaque vague de l'enquête. Et parmi ces enquêtes quantitatives que nous avons menées au fil de l'eau, donc ça en fait, je crois, 8, nous avons reconduit avec le soutien de l'ADEME un modèle réduit de notre étude dont Olivier a parlé sur les utopies. Sur les utopies, on avait voulu savoir dans quelle mesure l'événement que nous traversions pouvait avoir fait bouger les lignes par rapport à ce que nous observions exactement 1 an avant, exactement quasiment jour pour jour. Les terrains ont été menés 12 mois plus tard, quoi. Donc voilà, je vais vous faire un petit panachage de quelques résultats issus de ces enquêtes. C'est beaucoup plus riche. Hein. Je signale tout de suite, parce que je vais l'oublier, que l'enquête sur les utopies, la V2, la nouvelle version, est en ligne sur le site de l'Obsoco intégralement. Vous pouvez y accéder. Là, je suis juste en avant-goût, il y a beaucoup plus de choses dedans. Et puis, on s'est efforcé de diffuser des abstracts au fil de l'eau par rapport à chacune de nos vagues d'enquête. Alors, il n'y a pas tout dedans, parce que quand même, il fallait réserver des exclusivités à nos souscripteurs qui ont financé l'opération. Mais il y a déjà de matière à réflexion, quoi. Voilà. Et je précise, parce qu'il doit y avoir des chercheurs dans l'Assemblée, que, comme toujours, hein, pour ce qu'on fait à l'Obsoco, nos données sont ouvertes aux chercheurs, y compris les fichiers des enquêtes, des données d'enquête. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous de reprendre tout ça et d'en faire une exploitation plus intensive, eh bien, rapprochez-vous de nous et au prix d'une petite convention, on vous cédera volontiers les données pour que vous puissiez aller plus loin. Voilà, ceci étant dit, je démarre. Et donc, la grille d'analyse qu'on applique à l'Obsoco pour essayer de comprendre les comportements de consommation, elle est assez basique. Elle résulte d'ailleurs dans une large mesure des discussions qu'on a pu avoir au sein du cercle de l'Obsoco, et notamment avec Dominique Desjeux. Et on se dit que les comportements, c'est souvent un compromis entre des idéaux, c'est des choses vers lesquelles on a envie de tendre, et puis des contraintes, qui quelquefois peuvent s'opposer aux idéaux. Donc, c'est toujours entre ces deux jeux de facteurs que les choses se déroulent. Et donc, si on veut essayer de comprendre un peu les comportements et l'évolution des comportements, eh bien, il semble être une bonne méthodologie que de réfléchir aux jeux de contraintes et aux idéaux qui
auxquelles la population et les consommateurs adhèrent. Donc, je vais me plier à cette discipline et je vais commencer par vous parler ce qu'il y a de plus simple d'ailleurs, vous parler des contraintes. Sauf que ça n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Si, ouais. Donc, du côté des contraintes, je vais l'aborder à travers le résultat d'une... Pourquoi ça ne passe pas? Ça met beaucoup de temps à passer, d'accord, il faut le savoir. Je vais commencer par vous donner un résultat d'un terrain qu'on a mené, qui s'est terminé la semaine dernière. Donc, c'est archi frais, on n'a même pas encore publié le rapport, on est en train de le finaliser. Et il faut que je tire les vignettes parce que sinon je ne vois rien. Donc, on a interrogé un échantillon de Français sur leur fréquentation des commerces par rapport à la situation avant le confinement. Donc, en gros, est-ce qu'ils fréquentent plus ou moins les magasins physiques, par rapport au confinement. Donc ça, vous voyez le terrain entre le 15 et le 19 juin, des données relativement fraîches. Vous voyez qu'il y a très très peu de répondants qui disent les fréquenter plus qu'avant le confinement. 50% qui nous disent être à peu près au niveau où ils étaient avant le confinement, donc qui ont retrouvé leurs habitudes. Mais il nous reste quand même 41% qui n'ont pas retrouvé avec la même intensité les chemins du commerce. Donc quand on fait la différence entre ceux qui ont augmenté et ceux qui ont réduit leur fréquentation, on est sur un solde net de 38 points. Donc il y a encore un déficit de fréquentation. Évidemment, on leur a demandé, ceux qui avaient réduit leur fréquentation des commerces, pourquoi. Et là, on commence à voir le jeu des contraintes. Premièrement, 48% des répondants, vous n'avez pas envie de vous rendre dans les magasins. Donc, une sorte de panne du désir d'aller dans les magasins, alors qu'il peut recouvrir différentes réalités, mais qui sont éclairées par les items suivants. Vous craignez la contamination. Donc, effectivement, il y a encore des enjeux sanitaires, et certains de nos concitoyens craignent effectivement qu'on aille dans les magasins et puissent prendre des risques pour leur santé. Vous avez moins envie de consommation. Vous voyez, donc, je pense que ces deux facteurs expliquent aux 48% qu'on a au-dessus. Une sorte de panne du désir. On n'a pas l'humeur, on n'est pas d'humeur à consommer. Ensuite, on a quand même une expérience d'achat dans le magasin qui est dégradée par le respect des gestes barrières. Et ça se voit ici, l'application des gestes barrières dans les magasins rend l'expérience d'achat peu agréable, 33%. Les règles sanitaires rendent difficile les déplacements vers le commerce, 27%. Donc, on voit bien que globalement, tout n'est pas rentré dans l'ordre. Et puis, on a un dernier point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Votre situation financière s'est dégradée et vous contrôlez vos dépenses, 19%. Donc, ce n'est pas majoritaire, mais il y a quand même cette petite musique qui risque de devenir de plus en plus assourdissante dans les mois qui viennent. Et enfin, vous préférez continuer à acheter sur Internet, qui est certainement un peu la résultante de tous les points précédents. Donc, je continue. On a demandé aux personnes qui ont fréquenté les magasins, je vois que les chiffres ont disparu, mais vous voyez les ordres de grandeur, s'ils avaient acheté dans les magasins par nécessité, en quelque sorte, ou parce que ils avaient envie de renouer avec le plaisir du shopping. Et alors, vous n'avez pas le chiffre, mais moi je l'ai en tête. 71% de nos répondants nous disent qu'ils ont acheté des produits dont ils avaient vraiment besoin. Vraiment besoin. Donc, on est encore dans une logique de fréquenter des magasins pour faire des achats nécessaires. Dans une grande mesure, d'ailleurs, ce sont des achats de rattrapage, des choses qui n'ont pas pu se faire pendant le confinement, et on récupère un peu le retard. Alors, on avait posé cette question il y a à peu près une quinzaine de jours, un mois, je ne sais plus très bien. On était à 79%. Vous voyez, ça baisse un petit peu, mais clairement, on est encore dans des achats de nécessité. Alors, ensuite, j'avais pointé la dimension économique. Effectivement, on va quand même être dans un régime de consommation sous contrainte budgétaire renforcée. Et donc, tout au long de nos vagues d'enquête, on a posé la question de savoir si les répondants étaient déjà impactés par la crise sur leurs revenus. Les chiffres sont à peu près constants d'une vague à l'autre, mais on arrive quand même à 37% des Français interrogés qui nous disent avoir d'ores et déjà subi à l'échelle de leur foyer une baisse de revenus. Donc, ce n'est pas négligeable, ça fait en gros un tiers des revenus, un tiers des foyers. Ce n'est pas négligeable. On leur demande ensuite quelle est l'ampleur de cette baisse de revenus. Elle est extrêmement variable, extrêmement variable. Heureusement, pour beaucoup, c'est des faibles baisses de revenus. Et la moyenne, qui ne veut pas dire grand-chose, se situe aux alentours de 21-22%. Donc, on est déjà face à un choc de pouvoir d'achat, mais il suffit d'écouter les informations de ce matin, qui est certainement le prélude de quelque chose qui va s'intensifier dans les mois qui viennent avec la montée du chômage. D'ailleurs, en parlant de chômage, vous avez 38% des Français qui nous disent s'inquiéter pour leur emploi. Bon, seulement 8% beaucoup, 30% un peu, mais vous savez bien que quand vous avez cette perspective, cette crainte de perdre votre emploi, ça vous incite à être beaucoup plus prudent en matière de consommation. Voilà pour les contraintes. Donc, vous voyez, des contraintes de court terme liées à la difficulté à accéder au commerce, à une expérience d'achat dégradée.
de moyen terme, qui est la contrainte de pouvoir d'achat, mais il y a quand même cette petite musique d'une sorte de panne du désir de consommation qu'il va falloir suivre de très près pour savoir si elle est de nature conjoncturelle ou structurelle. Regardons maintenant ce qui se passe du côté des idéaux, donc l'autre polarité qui détermine les comportements d'achat. Et donc, effectivement, on a reconduit cette étude sur les utopies, que j'étais venu présenter d'ailleurs physiquement lors d'un petit déjeuner de la chaire. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, on avait testé l'appétence des Français pour 3 systèmes utopiques, donc des sociétés idéales qu'on avait construites de manière un peu ad hoc, en regardant ce qui se raconte à droite et à gauche. Et pour les répondants, ça se traduisait par le fait qu'on leur présentait tel quel un modèle de société qui n'était pas nommé, là elles sont nommées à l'écran, mais elles n'étaient pas nommées pour les répondants pour ne pas les influencer. Et puis on les décrivait chacune par une quinzaine de phrases, une proposition, qui en décrivaient les différentes facettes économiques, politiques, mode de vie, mode de consommation, etc. Et donc, à mesure qu'on défilait les propositions, les répondants étaient invités à donner une note allant de -5 à +5 en fonction de la proximité de ce qui était dit par rapport aux idéaux de la personne. Et puis, une fois les 15 propositions déroulées, on pose une question générale. Ben voilà, on vient de vous décrire une société. Dans quelle mesure est-ce qu'elle correspond à votre société idéale? Et là, de nouveau, une note globale allant de -5 à +5 en fonction de la congruence entre ce qui avait été raconté et ce que pensaient les gens. Voilà, ça pour les 3 systèmes utopiques. Donc, les 3, vous les avez à l'écran. Très, très brièvement résumé, donc c'était beaucoup plus détaillé pour les répondants. Donc, une utopie technolibérale, en gros, le monde d'aujourd'hui, mais exacerbé, c'est le rêve californien, une société fondée sur la techno, très individualiste, qui avait comme point d'horizon le transhumanisme. Une utopie sécuritaire qui nous renvoie vers un passé un peu révolu, où l'ordre règne, où l'identité est préservée, l'identité culturelle, la souveraineté économique par la protection des frontières, etc. Et puis une utopie écologique, qui est une société décroissante, où tout est orienté vers la sobriété. Je vous le fais bref, c'est plus détaillé que ça. Donc, il y a plusieurs manières d'évaluer les réponses des Français à tout ça. La manière la plus simple, c'est de regarder, pour chaque répondant, quelle est la note la plus élevée qu'il a donnée par rapport à ces 3 systèmes utopiques, la note finale. Et donc, quand on part sur ce critère-là, il n'y a pas photo, c'est le résultat. C'est l'utopie écologique qui l'emporte très largement, puisque 55% des Français interrogés ont mis leur meilleure note à cette utopie-là. En deuxième position, l'utopie sécuritaire à 31%, et l'utopie technolibérale est loin derrière à 14%. Voilà. Alors, Philippe, comme on avait posé, oui. Donc, juste une petite chose technique, le son est un peu irrégulier, si tu pouvais juste parler un tout petit peu plus près du micro. Là, je peux rapprocher l'ordinateur. Je vais me rapprocher de l'ordinateur. Merci. Pourtant, la connexion est bonne en principe ici. Oui, non, elle est bonne, mais c'est un peu irrégulier, mais ça doit être juste pour ça. Bon, je vais essayer de parler plus lentement également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si les lignes ont bougé par rapport à l'enquête de 2019, qui était formulée exactement de la même manière. Et donc, voilà les résultats. En fait, ça n'a quasiment pas bougé. On avait déjà 55% l'année dernière pour l'utopie écologique. On avait 1 point de moins pour l'utopie sécuritaire et 1 point de plus sur l'utopie technolibérale. Autant dire qu'on est sur l'épaisseur du trait, la marge d'erreur statistique, quoi. Donc, ça n'a pas bougé en apparence. En apparence, parce que quand on regarde un peu dans le détail, les choses sont un peu plus subtiles. Par exemple, la note globale, c'est intéressant, mais ça donne l'impression qu'il y a une opposition entre les utopies. En fait, il y avait une très forte porosité entre les préférences relatives aux utopies, et ça ressort très clairement de ce petit tableau dont je vous explique comment il faut le lire. Là aussi, j'ai un petit problème de mise en page. Donc, je rappelle, au final, chaque répondant donnait une note allant de -5 à +5. Donc, on s'est intéressé un peu à la dispersion des notes en identifiant ce qu'on appelait des détracteurs, donc des répondants qui ont mis une note inférieure ou égale à -3, donc qui n'aiment pas du tout la société qui correspond au système utopique considéré. Et puis de l'autre côté, des supporters, ce sont des gens qui ont mis une note supérieure ou égale à +3, donc 3, 4 ou 5. Donc ce sont des gens qui aiment beaucoup, qui sont bien reconnus dans la société qui leur avait été décrite. Alors quand on regarde les choses de cette manière-là, non seulement on voit que c'est moins tranché que ce qui apparaissait tout à l'heure, et que les lignes ont un petit peu bougé. Donc, si je prends l'utopie écologique, vous voyez très peu de détracteurs. Très peu de détracteurs. On a même perdu 1 point entre les 2 vagues de l'enquête. C'est négligeable, mais surtout, retenons que finalement, il y a très peu de Français qui la rejettent, cette utopie écologique, même s'ils n'en ont pas fait leur utopie préférée. Et du côté des supporters, vous voyez que les rangs sont fournis, 55% en 2019, et on a encore pris 3 points. On est désormais à 58% des Français qui ont mis 3, 4 ou 5 à ce système utopique. Donc, une adhésion franche d'une majorité des Français. L'utopie sécuritaire,
Mais vous voyez, elle n'est pas à rejeter, en fait. Il n'y a que 9% des Français qui lui ont mis une très mauvaise note, et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Du côté des supporters, il y en a évidemment moins que pour l'utopie écologique, mais 30% quand même des Français avaient mis une bonne note à cette utopie en 2019, et on a pris 2 points. On a pris 2 points. Quant à l'utopie technolibérale, celle qui arrive en dernier, elle arrive là aussi en dernier, mais vous voyez non plus, elle n'est pas profondément rejetée. Il n'y a aujourd'hui que 19% des répondants qui l'ont rejetée, et on a pris 2 points. On a pris 2 points. Donc un petit durcissement de l'opposition, et puis on a perdu 1 point sur le front des supporters, mais on a quand même près de 30% des Français qui ont mis une bonne note à tout ça. Pour dire que les préférences sont poreuses, hein, ce n'est pas des blocs qui s'opposent, voilà, ça flotte un peu de partout. Dans le détail encore, c'est juste un aperçu, hein, il y a des positions qui se sont un petit peu radicalisées. Si on prend le critère de l'âge, vous voyez, les 18-24 ans, l'année dernière, étaient 62% à avoir mis leur meilleure note à l'utopie écologique. Ils étaient déjà donc au-dessus de la moyenne. Je rappelle que au global, c'est 55%. On est passé à 72%. Donc, il y a vraiment un élan des plus jeunes vers l'utopie écologique. En contrepartie, ils étaient déjà un peu en retrait, enfin, c'est clairement en retrait par rapport à l'utopie sécuritaire, 22%. On passe à 16%. Donc là, les jeunes se radicalisent, en quelque sorte. Alors que les plus âgés, les 65-70 ans, étaient seulement à 51%, donc un petit peu en dessous de la moyenne, adeptes de l'utopie écologique. On passe à 40%. Donc, ils s'en détachent un peu, au profit, pour partie, de l'utopie sécuritaire, puisqu'on passe de 37 à 43%. Donc, vous voyez que le fossé entre les plus jeunes et les plus vieux est en train de se creuser. Si je prends les CSP, alors c'est moins massif, mais c'est quand même notable, les CSP qui étaient déjà un petit peu au-dessus de la moyenne sur l'utopie écologique à 57, passent à 65%. Donc, clairement, les CSP+, adhèrent massivement désormais à cette utopie écologique, et ils étaient déjà en retrait sur l'utopie sécuritaire, et vous voyez qu'on perd 3 points sur l'utopie sécuritaire. Alors que si on prend les CSP moyennes, elles étaient au-dessus de la moyenne en 2019 à 61%, elles perdent 9 points et on passe à 52%, donc on est en dessous de la moyenne désormais, en partie au profit de l'utopie sécuritaire où on prend 3 points. Donc vous voyez, on pourrait creuser, hein, dans le rapport il y a beaucoup d'autres analyses et tris, mais il y a une forme derrière la stabilité apparente, il y a une forme de radicalisation, hein, qui s'opère. Voilà, alors un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'un constat qu'on avait fait l'année dernière s'est renforcé. Il y a une très forte critique, hein, au sein du corps social de notre modèle de développement. Donc on est face à une population qui de plus en plus est en position de rejet par rapport au système, entre guillemets. Donc je ne vais peut-être pas tout passer en revue ici, mais vous allez voir que dans le système en question, il y a beaucoup d'aspects qui relèvent des modes de vie et des modes de consommation. Par exemple, premier item, les standards de vie. Donc, ce sont des propositions, hein, qui décrivaient les différents systèmes utopiques. Les standards de vie évoluent vers moins de consommation d'objets, vers moins de quantité mais plus de qualité. Donc, c'était une proposition relative à l'utopie écologique. La note moyenne obtenue sur l'ensemble de l'échantillon est de plus 2,5. Je rappelle, toujours sur une plage qui va de moins 5 à plus 5. C'est donc une très bonne note. Et c'est une très bonne note. Et en plus, on a progressé de 3 dixièmes par rapport à l'année dernière. Donc, ça s'est renforcé sur quelque chose qui était déjà extrêmement bien noté et de manière très partagée au sein de la population. Les activités domestiques, faire soi-même, cuisine, bricolage, jardinage, réparation, entretien, prennent une part importante du temps disponible, plus 2,4, une très bonne note de nouveau, et on a pris 4 dixièmes. On sait que le faire soi-même, hein, a été une activité très pratiquée, hein, et très prisée pendant le confinement. Un petit aparté, pardon. On a demandé à un échantillon de Français d'évaluer le confinement, la période de confinement. Globalement, malgré des dispersions, hein, en moyenne, les Français ont plutôt apprécié le confinement. Et quand on leur demande quelles sont les activités, les aspects de ce confinement qui les ont le plus séduites, vous avez manger à la maison le midi et faire les repas et cuisiner. Voilà. Et donc, globalement, hein, on descend un peu dans la liste, on retrouve d'autres éléments du faire soi-même. Le faire soi-même, qui était déjà quelque chose qui était latent, c'est clairement exprimé pendant la crise. Face aux défis environnementaux, la priorité a été donnée à la sauvegarde de la planète en changeant le modèle de développement. Je passe le détail. 2,3 et on prend encore 3 dixièmes. La consommation est de plus en plus fondée sur la mutualisation, le partage d'équipements et de ressources, les échanges entre particuliers, le faire soi-même, l'occasion, le recyclage. 2,3 et on prend encore 3 dixièmes. La croissance des grandes métropoles a été stoppée. Une part croissante de la population vit dans des villes petites et moyennes, plus 2,1 et on gagne 3 dixièmes. La ville est organisée de manière à limiter les déplacements et on promeut la mobilité douce.
plus 2,1 et on prend encore 3 dixièmes. Et enfin, la transition écologique est financée pour une grande part par la taxation du carbone et des mouvements financiers. On est à plus 2, ça baisse un peu, mais on a pris 6 dixièmes. Donc, vous voyez qu'on a une population assez radicale dans sa volonté de changement, en quelque sorte. Ce qui est frappant aussi, alors ça ressort dans cette enquête, mais ça ressort dans toutes les enquêtes qu'on a menées durant la période du confinement, une posture très critique à l'égard de la mondialisation et qui s'est renforcée. Par exemple, une part importante de ce qui est consommé est produite localement par de petites entreprises, l'économie et l'emploi se relocalisent et les territoires sont redynamisés, plus 2,8. Je crois que c'est l'item qui a la meilleure note moyenne. Et on a pris 4 dixièmes. Le gouvernement a mis fin aux excès de la mondialisation en rétablissant un meilleur contrôle des frontières, 1,8, c'est un peu plus bas, mais on a pris 8 dixièmes. C'est une des plus fortes progressions. Les consommateurs sont incités à acheter de manière privilégiée des produits français en taxant fortement les importations, plus 1,5, et on a pris encore 4 dixièmes. Ça ne se limite pas au protectionnisme économique, il y a aussi un protectionnisme à l'égard des étrangers. Le flux d'entrée des immigrés est très fortement réduit et limité aux réfugiés en matière de justifier la demande de droit d'asile, plus 1,5, et on a pris encore 3 dixièmes. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de volonté de repli sur soi, de protection à l'égard de l'étranger dans toutes les acceptions de ce terme. Et là, on est bien sur une des dimensions de l'utopie sécuritaire, identitaire. Alors, ça se confirme avec l'enquête que nous sommes en train de dépouiller, où on demandait donc à l'échantillon de Français de se positionner par rapport à un ensemble de propositions. Je ne vais pas tout lire, mais les résultats sont frappants. La France gagnerait à relocaliser une partie de sa production industrielle et agroalimentaire. Quand vous additionnez ceux qui sont plutôt d'accord et tout à fait d'accord, qui sont 43% et tout à fait d'accord, on arrive à 85%. 85% des Français qui appellent de leur vœu une relocalisation industrielle. Le fait qu'une grande partie de la production industrielle soit localisée dans les pays lointains a rendu très difficile la gestion de la crise financière. Financière, je suis anticipé, sanitaire. 85%. La France gagnerait à nationaliser, on a précisé, ça veut dire rendre public une partie des entreprises dont la production est essentielle au bon fonctionnement du pays, 72%. Voilà, je ne continue pas le florilège, mais très clairement, il y a une volonté de retrouver la souveraineté économique, et pour y parvenir, une forme de radicalité est exprimée par les Français. On le retrouve ici. Selon vous, faudrait-il relocaliser en France vous voyez, uniquement les activités vitales essentielles au bon fonctionnement du pays? Que 19%. Que 19%. Et à l'autre extrémité, la grande majorité des biens actuellement produits à l'étranger, 39%. Donc c'est assez colossal. Alors là, c'est uniquement ceux qui s'expriment en faveur des relocalisations. Donc à ramener à l'ensemble de la population française, avec quand même 70% de la population française qui est en faveur d'une relocalisation qui dépasse les activités essentielles. Voilà. Donc du coup, après, quand on resserre sur la consommation, ça se traduit par une volonté de consommer local et consommer français. Alors, je précise, on est dans le déclaratif, dans ce que je vais vous montrer. Si je me focalise sur l'alimentaire, mais on a traité également le non alimentaire. Dans quelle mesure est-il important pour vous d'acheter et de consommer des produits alimentaires locaux? Quand je cumule le très important, 34%, mais plutôt important, 53%, on est à 87%. C'est tout à fait colossal. Quand on leur demande pourquoi, à ceux qui nous disent qu'ils ont envie de consommer des produits locaux, c'est intéressant de voir que les premiers motifs sont d'ordre collectif. Vous voyez, c'est une manière de soutenir l'économie locale, 64%. Ramener à l'ensemble de la population, ça fait quand même plus d'un Français sur deux. C'est une manière de soutenir les petits producteurs, encore sur le collectif, 46%. C'est une manière de réduire l'impact environnemental de la consommation, 42%. Ces 3 items qui arrivent en tête nous renvoient à une consommation qui a une portée collective. Il faut descendre assez bas dans le tableau pour trouver des bénéfices consommateurs, des bénéfices individuels. Ce sont des produits qui ont meilleur goût, plus agréable à déguster, 23%. Vous voyez, ce sont des produits plus sûrs, meilleurs pour la santé, 17%. Donc, on a quand même une combinaison de bénéfices individuels et collectifs, mais c'est clairement les bénéfices collectifs qui sont d'abord mis en avant par les personnes désireuses de consommer local. Alors, évidemment, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour ça? C'est la question que tout le monde se pose. Quand on pose bêtement la question aux consommateurs, ils vous disent oui à 72%. Et si on ramène ça à l'ensemble de la population, y compris ceux qui considèrent que ce n'est pas important de consommer local, on est quand même à 63%. On se dit super. Combien plus cher? Toujours en déclaratif. Toujours en déclaratif. Maximum 5% plus cher, vous avez 41% de la population. Maximum 10% plus cher, 44% de la population. Donc en fait, quand on résume, il y a seulement 10% de la population française qui est disposée à payer plus de 10% plus cher pour accéder aux produits locaux.
Et on est en déclaratif. Vous voyez que là, l'ardeur commence à se tempérer un tout petit peu. On a fait un test, là je vous donne pour zapper un peu sur l'autre univers, dans le non alimentaire. On a fait une petite expérimentation très simple. On a pris 2 t-shirts, vous voyez ici. On a coupé notre échantillon en 2 d'abord. 2 échantillons appareillés. Premier échantillon, on leur a montré ça, donc 2 t-shirts, un pas cher et un cher, avec cette petite description très laconique. Hein, et on a demandé 2 choses, d'évaluer le rapport qualité-prix de ces 2 t-shirts, et puis, si on devait en acheter un, lequel choisir. Les réponses, en tant que telles, ne nous intéressent pas, mais retenez en gros que là, on a un rapport qualité-prix qui est jugé bon par 34% des répondants ici, par 28% là, il y a un écart de prix, hein, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond d'ailleurs. Et en termes d'intention d'achat, 64% achèteraient celui-ci, 36% achèteraient celui-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je me déplace dessus. Oui, très bien. Oui, on la voit. Deuxième scénario. Les mêmes, donc on prend le deuxième échantillon, sous-échantillon, les mêmes t-shirts avec les mêmes infos, mais on rajoute une indication sur la provenance géographique. Là, celui-là est fabriqué au Vietnam, celui-là est fabriqué en France, et pour marteler insister sur le coup, on rajoute un petit drapeau français. D'accord ? On aurait dû mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Le drapeau hollandais. Moralité, qu'est-ce qui se passe ? Le rapport qualité-prix 36-41. Je reviens en arrière peut-être pour vous rappeler qu'on était à 34,28. Donc le t-shirt le plus cher a été évalué à 28% pour ce rapport qualité-prix. On passe à 41%. Quant aux intentions d'achat, on est à maintenant 37,63. 63% pour le t-shirt français le plus cher. On était seulement à 36% dans le scénario précédent. Donc là, si vous voyez, on ne demande pas aux gens est-ce que vous êtes disposés à payer plus cher. On les met face à une situation abstraite, hein, ils n'achètent pas, effectivement. Mais vous voyez que quand on souligne l'origine française jusqu'à y mettre un drapeau, eh bien, ça augmente très sensiblement la disposition à payer sensiblement plus cher un t-shirt qui a l'air d'être ressemblé beaucoup à l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas une preuve, hein, mais c'est quand même, ça alimente l'idée qu'au-delà du déclaratif, il y a sans doute une vraie disposition à payer plus cher parce que la motivation est très forte. J'accélère parce que je n'aurai pas le temps. Je vais monter un petit peu en généralité. À travers tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je ne vous ai pas dit, on a le sentiment qu'on risque dans les mois et les années qui viennent d'assister à un creusement de la dualisation des marchés de consommation. Avec, côté pile, une consommation raisonnée qui est sans doute appelée à s'étendre en relation avec cette utopie écologique qui se porte extrêmement bien. Je vous l'ai montré. Là, c'est une photo que j'ai prise à Fontenay-sous-Bois, là où je vis, quelques jours après le début du déconfinement. Et j'ai trouvé ça tellement symptomatique. La pub reprend timidement, joue sur la responsabilité, mais en même temps active la bonne vieille ficelle de la promotion. Et on placarde dessus, ce monde-là, on n'en veut plus. Voilà, ça illustre assez bien une tendance de fond, hein, une opposition qui va devenir de plus en plus virulente au modèle de l'hyperconsommation et de ses symboles. Opposition qu'on a vu déjà avant la crise sanitaire se manifester assez bruyamment, voire violemment, à travers notamment les militants d'Action, Extinction Rébellion, qui est la désobéissance civile et qui ont comme point de focalisation la consommation précisément. Donc ça, on a le sentiment que, et l'étude sur l'utopie le montre, et tout ce qu'on a pu faire pendant la crise alimente cette pensée. Ceux qui étaient déjà dans ce mouvement-là se sont un petit peu radicalisés. Donc, ça va certainement influencer l'offre. Il va falloir répondre à cette exigence qui est d'ailleurs très, très représentée dans le monde médiatique. Hein, donc, la part de voix est supérieure à la réalité. Donc, certainement qu'on va assister dans les mois qui viennent à un développement de tout ce qui touche, par exemple, à l'économie circulaire, en tant que la loi va y inciter, hein, l'éco-conception, la recyclabilité, l'usage de matériaux recyclés. Au-delà de ça, probablement une montée en puissance des produits plus haut de gamme, de la qualité, de l'idée de qualité et de la réparabilité des produits. La seconde main, qui se portait déjà très très bien avant le confinement, certainement va s'installer dans le paysage et très profondément, y compris de la part d'acteurs marchands ordinaires qui vont se positionner là-dessus. Et puis l'économie de la fonctionnalité, l'idée de vendre l'usage et pas le bien. Je ne sais pas si vous avez vu que Decathlon, par exemple, vient de lancer une offre de bicyclettes en location à valeur ajoutée. C'est vraiment un pas dans cette direction de la part d'un acteur qui pèse sur les marchés de consommation.
Côté face, ça c'était le côté pile, une consommation sous contrainte. J'ai évoqué tout à l'heure la question du choc de pouvoir d'achat qui va certainement être appelé à se renforcer. Je rappelle que le pouvoir d'achat, alors qu'il se portait plutôt bien, était déjà au cœur des revendications des Gilets jaunes, hein, qui exprimaient une sorte de volonté de consommer comme les autres, mais qui ressentaient de n'en avoir pas les moyens. C'est certainement quelque chose qui va s'intensifier. Alors c'est super, on a Stockomanie, hein, mais le succès des stockeurs ne semble pas se démentir. Là aussi, une photo prise quelques jours après le début du déconfinement. Et merci Olivier Devers. Vous avez peut-être vu son petit reportage sur ce qui s'est passé chez Lidl Orgeval le 17 juin, lorsque la rumeur a circulé sur laquelle il y avait des PlayStation, je crois, à des prix défiant toute concurrence. Ça a quasiment créé une émeute. Donc vous voyez que l'hyperconsommation se porte bien sur une partie de la population, plus bas dans l'échelle sociale d'ailleurs, précisément la partie de la population qui d'ores et déjà est la plus touchée par le choc de pouvoir d'achat. Donc on va avoir une tension ici entre une population qui a de l'appétit pour la consommation, qui n'est pas dans cette logique de consommation raisonnée, et qui va être de plus en plus touchée par un choc de revenus qui va l'empêcher d'accéder à son vouloir d'achat. Donc, j'en déduis qu'il y a un vrai risque de crise sociale, notamment par l'exacerbation des tensions entre ces deux composantes de la société. Et d'ailleurs, dans une enquête qu'on a réalisée fin du mois de mai, on a posé la question suivante. En ce moment, on entend beaucoup parler du monde d'après l'épidémie, et de l'opportunité de revoir la manière dont on organise la vie en société afin de ne pas revenir à la situation d'avant-crise. Vous-même, pensez-vous qu'il serait bon de modifier la manière dont est organisée la société? Voilà les réponses. Seulement 5% qui vous disent non, il faut revenir au plus vite à la situation normale d'avant-crise. Seulement 5%. Et vous avez 89% des Français qui aspirent à revoir la manière dont est organisée la société, dont 61% qui mentionnent des changements importants, voire ici, hein, voire même des changements radicaux. Je les vois plus, ils sont là. 20% hein, qui attendent des changements radicaux. C'est tout à fait convergent avec ce qu'on voit par ailleurs dans l'enquête sur les utopies, où l'envie de faire table rase à tous les niveaux hein, est extrêmement importante. Donc la critique de la consommation, elle s'inscrit dans une critique beaucoup plus générale du système économique et social, voire même du système politique. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que la question suivante, selon vous, cette modification de la manière dont serait organisée la société telle que vous l'imaginez, a-t-elle une chance d'être mise en place par les candidats des partis politiques existants? Oui, il y a le truc. Non, moi, j'ai pas les messages. J'ai appelé. Il y a un micro ouvert. Merci. 10% seulement des Français répondent positivement. Donc 90% n'ont pas le sentiment que l'offre politique actuelle est capable de porter ces revendications de changement. Et j'en arrive au dernier point. Du coup, à la question, pensez-vous que dans les mois à venir, des actions militantes violentes seront nécessaires pour contraindre les hommes politiques à prendre en compte la vie de la population? Vous avez 42% des Français qui répondent positivement, qui considèrent que la violence serait quasiment légitime. Donc autant dire qu'on va rentrer dans une zone de turbulence, incontestablement, de remise en cause du système à toutes les échelles. On l'a vu d'ailleurs, on a eu un aperçu à travers les élections municipales. Pour la consommation, ça ne va pas être simple hein, pour les entreprises d'arriver à se positionner par rapport à tout ça. Ce qu'on a remarqué notamment à travers l'observation de notre communauté en ligne, c'est qu'elles sont attendues, les entreprises. Elles sont attendues, et notamment on attend vraiment d'elles, qu'elles viennent de la production ou de la distribution, hein, qu'elles contribuent au bien commun, qu'elles ne roulent pas que pour elles-mêmes, qu'elles entendent les attentes du corps social et qu'elles y répondent. Donc sans doute que le moment est opportun pour relancer la réflexion sur la raison d'être, l'entreprise à mission, la création d'alliances avec les parties prenantes. En tout cas, je pense qu'on va rentrer dans une zone de turbulence qui va inciter chaque acteur présent sur les marchés de consommation de bien réfléchir à son positionnement, à choisir son camp et à choisir son discours. Je vous remercie de votre attention. Merci vivement, mon cher Philippe. Je vais voilà, parfait. Alors, juste avant de vous laisser la parole, vous pouvez prendre Zoom Pro nous permet c'est assez souple, éventuellement si quelqu'un veut prendre la parole. Je voudrais résumer un peu les commentaires et les questions qui ont été posées ou émis pendant ton… J'ai pas pu la regarder. Hein. Non, mais justement, le modérateur est là pour ça. Alors, d'abord, l'IAE de Bordeaux, que nous saluons, nos confrères et collègues et amis de l'Université de Bordeaux, nous signale que l'Observatoire de la fidélité, ils ont mis le lien en ligne, arrive à peu près aux mêmes conclusions.
Premier point. Alors, deuxième point, il y a beaucoup de commentaires, évidemment, qui discutent, mais ça, c'est un grand classique. J'avais moi-même écrit un ouvrage avec mon ami le professeur Covan, déjà en 92 sur le sujet, l'écart, notamment en période d'incertitude, de turbulence, etc., entre le déclaratif et le comportemental. Et derrière ça, qui finalement discute l'effet de cliquet. Est-ce que cet effet de cliquet il va être fort entre ce qui se passait avant et ce qui se passe après, ou est-ce qu'il va se dissoudre rapidement ou plus ou moins rapidement, comme par exemple avec ce qui se passe avec les masques et autres. Donc il y a vraiment cette question-là entre une espèce de vision un peu utopique, collective et autres, et le risque que cet effet de cliquet se dissolve. Troisième point, Madame Mathès, justement, on parlait de Socomanie, et je crois à quelques commentaires très intéressants à faire, justement, qui montraient un peu des petites différences empiriques, et notamment, si vous voulez prendre la parole, je crois que l'exemple du spa et de l'engouement sur le spa gonflable est quelque part un contre-exemple de ce besoin de revenir à une consommation plus radicale, plus fondamentale. Alors, vous m'entendez bien? Là, oui, très bien. Bon pour tout le monde. Alors, bonjour à tous, merci de me faire participer à ce moment de partage et d'échange. S'il y a bien quelque chose que je retiens de cette crise phénoménale à travers laquelle on passe, parce que malheureusement, j'aimerais en parler au passé, mais je ne suis pas convaincue que ce soit complètement le cas, c'est qu'on a besoin d'échanger parce que les lignes bougent. Et alors, les lignes, elles avaient commencé à bouger avant, pour moi, le confinement, dans le sens où je trouve on a eu il y a quelques années un consommateur zapper, de plus en plus, qui testait le e-commerce, Amazon, etc., des nouveaux modes de consommation. Là, je trouve qu'on passe un peu à un stade différent, sans vouloir jouer les professeurs, ce que je ne suis pas, c'est le consommateur schizophrène. C'est-à-dire, et ce qu'on retrouve dans votre étude, c'est-à-dire que, alors, moi, Stocomanie, on est sur un mode de consommation discount. On est des magasins de périphérie. Voilà, sur le fronton de nos magasins, il est écrit des marques, des prix, du petit prix. Et voilà, pour un petit plus de qualité ou de qualité représentée par une marque, vous pouvez vous faire plaisir. C'est ça notre proposition de valeur. On a suivi cette vague, notamment de la consommation de produits français, de la consommation, de mettre en marché des produits français, le côté naturel, le bio. On suit toutes ces tendances de consommation. Et elles prennent, y compris dans des concepts populaires tels qu'ils sont les nôtres. Mais effectivement, face à ça, le français, il reste voilà, râleur, révolutionnaire, mais en même temps hédoniste. Et l'hédonisme, comme on sait que c'est pas complètement durable, c'est mieux si c'est pas cher. Donc, je vais vendre du t-shirt français, bien, mais je vais vendre du spa made in China, pas complètement essentiel à mon sens, très bien aussi, et même mieux. Parfait. Écoutez, merci. Vous allez pouvoir développer juste après ça. Et juste un dernier point avant justement de laisser la parole à notre présidente Elisabeth Denner qui va animer cette table ronde des témoignages de professionnels très intéressants. Juste dire qu'il y a, et c'est plutôt une question pour Philippe, l'articulation entre le consommateur raisonnable et le consommateur sous contrainte. Elles sont les mêmes? Est-ce que ce sont des traits psychologiques? L'un va prendre le pas sur l'autre? Et en particulier, Olivier, on en parlait un petit peu tous les trois là, avant de démarrer la table ronde avec Philippe. C'est vrai qu'on voit que l'utopie écologique dont Philippe nous avait déjà parlé dans cette même instance s'est accélérée. On se posait la question aussi de cette schizophrénie entre les appétences des consommateurs vers des livraisons de plus en plus rapides, parfois en 1 heure et donc de moins en moins écologiques, et cette utopie écologique. Alors, est-ce que typiquement, la crise va remettre en question ces injonctions paradoxales, évoquées aussi Delphine d'ailleurs? Non, moi, j'aime pas tellement l'expression de consommateur schizophrène. D'abord parce que ça amène à parler au singulier. Moi, ça fait des années que je dis qu'il ne faut pas parler du consommateur au singulier. C'est les consommateurs, et aujourd'hui encore plus qu'hier. Ils sont profondément hétérogènes. Et même quand j'essaye de les découper en groupes, ça ne rend pas justice de l'hétérogénéité qui règne au sein des groupes.
Tout à l'heure, j'ai glissé, alors c'est partiellement juste, mais en même temps, c'est partiellement faux. J'ai glissé sur ce terrain-là en disant que vous aviez des hyper-consommateurs qui étaient plutôt en bas de l'échelle sociale, qui étaient animés d'un vrai désir de consommer et qui allaient être sur la ligne de front de la question du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, ceux qui sont des adeptes de la consommation raisonnée, plus haut perché sur l'échelle sociale et surtout sur l'échelle culturelle, et moins impactés par la dynamique du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai en moyenne, ce que je vous dis. Mais en même temps, c'est très réducteur parce que la consommation raisonnée, on la trouve également dans les classes moyennes et les classes populaires. Moins fortement. Mais sans doute qu'ici, le jeu des contraintes l'emporte sur le jeu des idéaux, tout simplement. Et donc, effectivement, quand on est dans un magasin Stocomanie, qu'on voit un t-shirt français à tel prix, pour prendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et qu'on fait attention à son porte-monnaie parce qu'il est très contraint, et on va prendre un t-shirt vietnamien. Et puis voilà, donc c'est pas incompatible. Je pense que cette grille d'analyse, de réfléchir qu'on est toujours à trouver un compromis entre des contraintes et des idéaux, ça me paraît une bonne méthodologie, si vous voulez. Et le poids des idéaux, le poids des contraintes est variable selon les individus. Quoi. Donc, pour prendre l'exemple de la livraison en 1 heure, d'abord, tout le monde n'a pas conscience peut-être des impacts écologiques de la logistique du e-commerce. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire là-dessus. Et puis, il y a aussi, on est un peu dans le domaine des contraintes. Avoir tout de suite ce dont on a besoin, ça rentre dans la famille des contraintes. Et pour certains, donc, on mettra son mouchoir sur ces idéaux, sur un geste qui paraît modeste. Finalement, se faire livrer en 1 heure. Enfin, en 1 heure, c'est 1 heure, c'est ça que vous disiez, ou une journée? 1 heure, ouais. Bon, 1 heure, une journée, 24 heures, est-ce que ça a vraiment un impact écologique significatif? Bon, après tout, par rapport au plaisir que ça va m'apporter ou l'utilité du service que ça produit, eh bien voilà. Donc là, on peut avoir effectivement des tensions comme ça. Vous savez, les tensions, je ne suis pas un expert du marketing, mais c'est un très joli terrain de jeu pour les marketeurs, d'arriver à soulager le consommateur d'une tension, l'aider à traiter une contradiction, quoi. Et c'est une chose absolument classique pour les anthropologues. Je dirais, Lévi-Strauss disait le mythe fait son nid dans les tensions, les contradictions, mais aussi chez les psychologues avec la notion de dissonance cognitive et autres. Donc c'est finalement assez inhérent à l'être humain, indépendamment du consommateur. Merci encore 1000 fois, mon cher Philippe. C'est comme d'habitude passionnant. Je rappelle que beaucoup de ces données sont en ligne, et notamment pour les chercheurs en accès libre, puisque nous avons aussi des chercheurs. Et je cède la parole à Elisabeth pour animer cette table de témoignages. Alors, c'est des écrans de témoignages par nos grands témoins. Oui, merci Olivier, merci Philippe pour évidemment ces restitutions toujours passionnantes. Donc, après cette mise en perspective de la crise du point de vue des consommateurs, donc je vous propose donc de passer à une mise en perspective de la crise, mais du point de vue des distributeurs. Et donc, nous avons plaisir d'accueillir ce matin deux leaders de la distribution. Donc, Delphine Mathès, qui est présidente de Stocomanie. Donc, Delphine, vous dirigez Stocomanie depuis 2015, d'abord comme DG, puis comme présidente. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Stocomanie est une enseigne spécialisée dans le déstockage, avec à peu près 100 magasins en province et du coup un tropisme centré autour des CSP moyennes, dont on a pu ressentir certaines utopies au travers de la présentation de Philippe Moati. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir ce matin Yves Guénin, qui est secrétaire général d'Optique 2000. Donc comme vous le savez, le leader incontesté de l'optique en France, avec 3 marques principales, Optique 2000 bien sûr, mais aussi Lissac et Audio 2000, avec un réseau de 1200 magasins en France, rien que sur Optique 2000. Alors, je vous propose peut-être de commencer cette table ronde par la gestion de la crise à chaud. Donc alors, honneur aux dames, je commencerai par vous Delphine. Donc, votre enseigne, évidemment, avec cette implantation en province, a été fortement touchée par la crise des gilets jaunes. Donc, on imagine que cette crise Covid a percuté Stocomanie alors que vous étiez déjà fragilisé. Et contrairement à un certain nombre d'autres enseignes du secteur, vous n'avez pas pu commencer par l'e-commerce. Donc, comment avez-vous vécu cette crise, cette terrible crise Covid ? Alors, la première réponse, c'est très mal. Effectivement, le 14 mars, samedi soir à 20h, j'ai appris qu'à partir de minuit, je ne pourrais pas réouvrir mes magasins, qui était quelque chose qu'on sentait venir, mais qui nous a surpris dans sa brutalité et son peu de préavis, ce qui, in fine, était une bonne chose, mais ça a été quand même un choc.
On a, voilà, pour ma société, sur les jours de fermeture, ça représente 80 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qu'on ne récupérera jamais complètement, c'est sûr. Après, avec le recul, dans les crises, les crises sont des moments qui permettent de cristalliser un certain nombre de choses. Et moi, je retiens deux choses importantes qu'on a retirées en tant que société de cette crise. La première, c'est qu'on a ressoudé le corps des collaborateurs. On a beaucoup échangé. Moi, j'avais 85% de mes salariés en chômage partiel sur l'intégralité de la période de fermeture. On a beaucoup échangé avec eux, on a beaucoup travaillé avec eux sur les mesures pour le déconfinement, etc. Et à la fin, on a ressoudé le collectif parce que l'entreprise était visiblement derrière eux, qu'ils l'ont senti et qu'ils l'ont apprécié. La deuxième chose, c'est que les crises, et on l'avait déjà vécu avec les Gilets jaunes, ça permet de bouger les lignes et de modifier les comportements. Et en fait, on a repensé beaucoup de choses dans notre modèle commercial, notre modèle d'approvisionnement magasin, le rôle du digital aussi. Et comme avec la crise des Gilets jaunes, vous dites qu'elle nous a affaiblis. Oui, momentanément, ça affaiblit. Dans la durée, ça rend plus fort. Et je veux croire que ce sera le cas de celle-ci aussi, même si ses effets, notamment financiers, seront plus durables encore que celles des Gilets jaunes. Merci Delphine. Alors Yves, de votre côté, comment avez-vous adapté le groupe Opsic à cette situation? Je crois que vous avez réussi, vous, à avoir un certain nombre de magasins qui sont restés ouverts dans le cadre du processus d'urgence mis en place par le gouvernement. Oui, alors, pardon. Pour nous, les choses ont été un peu différentes déjà. C'était fermeture ou pas fermeture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les opticiens n'étaient pas sur la liste des magasins devant rester ouverts. Donc, on avait la possibilité de ne pas ouvrir les magasins ou de les ouvrir. Après, on est dans le secteur de la santé. Il se trouve que le métier des opticiens, je ne suis pas opticien moi-même, mais il se trouve que le métier des opticiens, ça consiste à faire un certain nombre de contrôles sur la vue, de mettre des lunettes, de regarder les yeux, de mettre des lentilles, etc. Et on n'avait pas à l'époque de masque pour l'ensemble des magasins. Donc, vis-à-vis du ministère de la Santé, on s'est rapproché du ministère de la Santé en disant, nous, on veut bien être ouverts, mais pour être ouvert et pour pouvoir faire le métier avec des gens que l'on va, devant lesquels les opticiens vont s'approcher à 10, 20 cm pour prendre des mesures pour pouvoir faire des lunettes, eh bien, donnez-nous les équipements nécessaires. Ces équipements nécessaires n'étaient pas au rendez-vous au tout début. Donc là, on a pour une fois l'ensemble des syndicats d'optique qui se sont unis pour créer un système d'urgence pour les soignants et pour les gens qui avaient un problème de lunettes qui était un problème important. Donc, il y a eu 476 magasins sur l'ensemble de la France, sur 12 000, ça ne fait pas beaucoup, qui ont été là, pas pour faire du commerce, mais juste pour remplir les tâches sanitaires et sans en faire un commerce, sans gagner d'argent. Nous, on a eu sur les différentes enseignes 200 magasins sur les 476 et on s'est interdit de vendre, de faire du commerce en dehors de ça. Ça, c'est le premier point. Alors, ça ne résout pas du tout la question une fois qu'on dit ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant une durée de plus de 2 mois, les ophtalmos n'ont pas été capables de faire des ordonnances. Et aujourd'hui, quand on veut réaliser une paire de lunettes, il faut avoir une ordonnance d'ophtalmo, c'est la loi. Donc, on a, nous, déjà approvisionné les magasins pour la réouverture pour qu'ils puissent faire le nécessaire et qu'ils soient fournis en masque, en protocole, etc. On y reviendra tout à l'heure. Mais on a aussi, et surtout, fait du lobbying pour modifier les lois en demandant des prolongations de durée d'ordonnance, parce que sans ordonnance, on ne peut pas faire le travail. Et à la reprise, les ophtalmos avaient 5 millions de visites de pas faites
et leur priorité, c'est plus les pathologies que de refaire faire des lunettes. Donc, quelque part, on mettait un secteur entre guillemets, à plat. Donc, comment on s'est comporté? Alors, on a un système Internet, mais on ne fait que de la e-réservation. Pourquoi? Parce que si on veut faire des lunettes sérieusement, il faut centrer les lunettes, et ça, par Internet, on n'a pas trouvé encore comment ça se fait. Donc, il n'était pas question non plus sur des magasins fermés de faire venir les gens. Donc, on a eu un problème de déficit et on a eu 2 mois sans activité sur 99% des opticiens en France. Bon. Après, il fallait méditer là-dessus, il fallait travailler pour pouvoir avoir une réouverture et que le monde d'après ne soit plus le monde d'avant. C'est ça qui était effectivement intéressant, c'est ce qui a été souligné. Donc déjà, ça a permis de souder les cadres entre eux et les équipes entre elles. Et avec tous les directeurs, on faisait des conférences téléphoniques de 7h30 du matin jusqu'à 19h le soir. Et on a travaillé de façon importante pour préparer les réouvertures et pour créer aussi des nouveautés. Les nouveautés qu'on a pu créer, ça consistait à quoi? Ça consistait à changer la façon dont les clients demain viendraient en magasin. Les magasins sont petits, c'est 80 mètres carrés de surface en moyenne. Ça veut dire une personne et demie par magasin, donc on ne peut pas, entre guillemets, travailler de façon logique et normale avec un volume normal. Donc, aujourd'hui, on est à 80% de personnes qui prennent rendez-vous dans les magasins. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est complètement nouveau. Avant, on ne prenait pas rendez-vous dans les magasins pour venir. Aujourd'hui, 80% par Internet ou par téléphone, on prend rendez-vous pour venir dans les magasins. Et d'ailleurs, pendant toute cette période, 8 jours avant la réouverture des magasins, on a fait des spots sans aucune promesse commerciale, simplement pour dire nous sommes heureux ou nous serons heureux de vous retrouver à partir dans des conditions sanitaires qui sont parfaitement remplies et vous pouvez prendre rendez-vous. Ce qui a permis aussi de changer les plages d'horaire, ce qui a permis de fluidifier et d'avoir des équipes qui viennent dans les magasins plus tôt, plus tard, donc moins de croisements, etc. Et de réorganiser aussi la vente en magasin. Parce que la vente en magasin, il a fallu la réorganiser. À savoir que toutes les lunettes qui étaient prises, il fallait les désinfecter avant, une fois que le client les avait utilisées, et puis avant de les remettre en rayonnage. Et ce n'était plus le client qui faisait tous ces gestes, c'est l'opticien qui faisait un diagnostic avec le client de ce qu'il voulait, c'est l'opticien qui allait choisir les lunettes avec le client, qui les mettait sur un plateau et qui les désinfectait devant lui, et système aussi différent. Ça veut dire qu'une vente en moyenne, ça dure 50 minutes, en dehors de ce qui peut se passer à l'atelier, etc. après. Et bien là, on est passé à 1h20, 1h25 d'éléments pour donner une sécurité. Parce que il ne faut pas faire de marketing avec tout ça, il faut être raisonnable, il faut être raisonné, et il faut dire la vérité des choses. Donc, on a développé ça. On a développé aussi, puisqu'on est effectivement les premiers en densité en France et en chiffre d'ailleurs, et c'est LSA qui le dit, on est même la première enseigne en dehors des banques et de l'alimentaire sur le plan national, quelle que soit l'activité. Tous les Français sont à 85% des Français sont à moins de 15 minutes en voiture d'un magasin optique 2000. On a développé pour les seniors aussi une nouvelle activité qui est l'optique à domicile. C'est-à-dire que l'opticien, avec les éléments de protection, s'ils sont arrivés petit à petit, et avant la fin du confinement, on avait ce qu'il fallait pour que tous les magasins puissent réouvrir, les opticiens pouvaient aller à domicile en ayant satisfait à tous les examens par rapport au Covid pour eux et en prenant toutes les précautions pour eux et pour leurs clients, y compris que le fait que les clients soient assistés, parce que c'était des fois des personnes âgées, d'une personne pour, entre guillemets, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'abus sur les personnes vulnérables. Donc, je crois que, qu'est-ce que ça induit? Énormément de difficultés, des coûts. Pendant 2 mois et demi, nos opticiens n'ont pas versé de cotisation. Ça nous a fait 5,5 millions directs de résultats en moins
en dehors du trafic qui ne s'est pas fait, qui a quelque part fait qu'on va faire une année à moins 20%, mais ça a permis aussi de réfléchir sur l'ensemble de l'organisation future des magasins et sur les deux métiers qui sont exercés par les opticiens, qui sont un métier de commerce, qui est indispensable à l'activité. S'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de résultat, ben une affaire ne continue pas. Et une affaire de santé, et qu'il y a la compatibilité de ces deux points. Et je crois que c'était extrêmement important pour nous, cette réflexion. Nous, on fait partie d'ailleurs des seules enseignes pratiquement qui ont payé sans se faire prier les fournisseurs, ce qui paraît être normal quand on donne une garantie de paiement. Le minimum, c'est d'honorer sa parole, et j'espère que les fournisseurs s'en serviront. Donc, quand on parle du changement du monde, oui, je crois qu'il y a un changement du monde. Est-ce qu'il va être oublié vite? Peut-être par des individus. S'il est oublié vite également par des corps constitués, par des professions, par des politiques, ça va être quand même ennuyeux, et ça me paraîtrait encore beaucoup plus dangereux. On a demandé des dérogations, je le disais tout à l'heure, par rapport aux ophtalmos, d'augmentation de durée d'ordonnance. Alors les ophtalmos disent il faut que ça se passe chez nous, etc. Mais si une ordonnance qui dure 2 ans ne peut pas durer 4 ans. Et on la demande simplement jusqu'au moment où il va y avoir le rétablissement d'une durée normale d'attente chez l'ophtalmo. Encore qu'on ne peut pas parler de durée normale d'attente, puisqu'en France, on en est à 87 jours de durée d'attente. Ce qui pose le problème aussi du lobbying de façon générale et d'un lobbying horizontal en disant les choses ne bougeront pas. Alors les choses ne bougeront pas, mais quand on voit la téléconsultation, quand on voit la télémédecine, aujourd'hui il y a des protocoles qui peuvent exister, qui peuvent être contrôlés complètement par l'ophtalmo, parce que c'est l'ophtalmo à distance qui fait les éléments, mais on peut faire gagner énormément de temps dans les éléments. Donc là aussi, je pense que, et la téléconsultation s'est développée énormément dans d'autres domaines pendant cette crise du Covid. Je crois que c'est un élément fondamental pour effectivement passer un nouveau mode avec des lobbying qui seront justifiés, qui ne seront pas des lobbying uniquement pour garder un gâteau. Il faut que la santé, par exemple, soit complètement préservée. C'est logique et c'est normal. Mais quand la science, la technique rencontre la santé, eh bien, on ne doit pas créer des barrières factices. Il faut faire des protocoles qui soient contrôlés. Donc, oui, la crise, c'est un élément, et c'est très certainement un élément pour pouvoir changer le monde si on reste conscient, et chacun de nous dans une chaîne doit rester conscient, mais pas conscient simplement dans sa vie professionnelle, conscient aussi dans sa vie privée. Donc, ça, de cette façon-là, je pense qu'il faut agir. Donc, voilà. Oui, pardon. Oui, Yves, merci pour ces éléments. Et donc, on comprend que vous avez réorganisé assez fortement avec la prise de rendez-vous post-Covid des magasins. Peut-être du côté de Stocomanie et de Delphine aussi, si on fait un parallèle, comment pour vous s'est passée cette réouverture? Et est-ce que du côté de Stocomanie, vous avez eu ce fameux phénomène de revenge buying dont on a surtout parlé en Chine? Alors, c'est vrai que quand on est commerçant et qu'on voit plus ses clients, très vite, on est dans une spirale dépressive infernale. Donc, on était très inquiets sur la réouverture. Effectivement, on pensait qu'elle serait beaucoup plus lente que n'a été effectivement la reprise de la consommation. Nous, on fait partie des chanceux qui ont eu… moi, j'appelle pas ça du revenge buying parce que, en fait, il y avait un côté aspirationnel et dans le côté revanchard, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de négatif. Les gens sont venus en force en magasin, ce qui
en tant que collectif de l'ensemble des collaborateurs de Stocomanie, qu'on appelle chez nous les gilets verts. Vous voyez, j'ai mon gilet vert ici. Ça a fait très plaisir à tout le monde. Après, ils se sont précipités sur des catégories de produits très, très spécifiques. On a constaté deux choses à la réouverture. Pas beaucoup plus de clients. Effectivement, la forte hausse du chiffre d'affaires. On a travaillé sur les premières semaines à plus 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, à la même semaine de l'année précédente. Ce n'était pas tant une augmentation du nombre de clients qu'une augmentation de la valeur des achats. Donc oui, il y a une partie de décalage d'achat qui s'est concentrée à la réouverture avec des très grosses progressions sur tout ce qui concerne l'hygiène, les masques, les gants, les lingettes antibactériennes, le gel hydroalcoolique, voilà. Et tout de suite derrière, des produits plutôt d'aménagement de la maison. Les gens, ils ont vécu dans leur intérieur pendant 2 mois sans en sortir, à regarder les mêmes murs, le même carré de pelouse. Et voilà, c'est vrai, je faisais le commentaire sur le fait que notre premier produit en chiffres à ce stade, sur les 5 semaines depuis la réouverture, c'est le fameux spa gonflable. Mais juste derrière, voilà, j'ai des paddles, j'ai des piscines, j'ai des dalles de jardin, j'ai des produits de décoration qui marchent très très fort. Donc il y a eu une envie de même sous contrainte, changer son cadre de vie assez fortement. Et nous, on a été très tirés par cette consommation-là. Je me suis aperçue par ailleurs qu'il y a quelqu'un que je connais bien sur ce call, qui est Bernard Cherki, qui a eu la chance, avec lequel j'ai beaucoup échangé pendant le confinement, et qui a eu la chance de réouvrir un peu avant moi, puisqu'il est à la tête de Mondial Tissu. Et il a aussi constaté ce regain d'activité. Je ne sais pas, Bernard, si tu veux oser prendre la parole, mais tu as parlé de revenge buying, toi, chez toi? Alors, juste un point avec grand plaisir. Je voulais juste dire, parce que c'est ça l'intérêt de la recherche, c'est de mettre en perspective que ce que vous signalez là, ça avait déjà été signalé pendant les crises des années 90, notamment dans le rapport Popcorn, avec cette notion de borrowing. C'est-à-dire qu'on revient chez soi, on bricole, on décore, et il y a cet effet de s'intéresser, de se réintéresser à son environnement, je dirais, familial. Et c'est intéressant parce que c'est des tendances qu'on voit à chaque fois qu'il y a des crises. Alors, bien sûr, ça serait très intéressant d'avoir le témoignage de Mondial Tissu. N'hésitez pas à prendre la parole. Il a peut-être quitté. Bon, il était là tout à l'heure. En tout cas, on a souvent échangé. Et je repensais à l'achat besoin dont on parlait tout à l'heure au déconfinement. Voilà, par exemple, en ce moment, j'ai aussi des produits de rentrée scolaire en magasin. C'est un gros événement et une grosse partie de la saisonnalité chez nous. Alors, je peux vous dire que par rapport à tout ce qui concerne la plage, le jardin, la piscine, les cartables, ce n'est pas encore tout à fait un sujet de préoccupation. En tout cas, beaucoup moins que les autres années. Ça va le devenir rapidement. Et alors, Delphine, on parlait tout à l'heure beaucoup avec Philippe de l'utopie écologique. Alors, vous avez un panier moyen assez faible chez Stocomanie, je crois que c'est 3,50 €. Et du coup, alors, je ne vivrai pas à 3,50 €. Dieu merci, c'est plutôt autour de 30 €. C'est l'article, le prix du produit moyen qui est autour de 3,50 €. Ah oui, c'est le produit moyen. Mais du coup, est-ce qu'il y a une place dans ce monde du déstockage et du hard discount pour l'utopie écologique dont nous parlait Philippe tout à l'heure? Ah, mais complètement. Alors, tout à l'heure, effectivement, j'ai parlé du consommateur. N'étant pas professeur, je n'ai pas le droit d'usurper ce mot. En revanche, je peux parler de mes clients que je connais bien et que je pratique au quotidien. Et alors, moi, mes clients, je peux vous dire, ils sont totalement schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils vont acheter du t-shirt vietnamien, mais plus sûrement chinois, à entre 3 et 5 €. Mais ils vont autant se faire plaisir avec un t-shirt de marque, Diesel, Caporal, etc., qui va payer 3 fois plus cher, ou un t-shirt en coton bio fabriqué en Europe, qui va être au même prix qu'un t-shirt de marque. On a de l'appétence. Donc ça, c'est une vraie nouveauté parce qu'il ne faut pas opposer, je trouve, complètement les besoins et les envies de consommer des bas revenus de province et puis du parisien écolo bobo.
Ce n'est pas du tout le cas. Si je vends des très forts regains sur la cuisine, les gens passaient beaucoup de temps dans leur cuisine pendant le confinement, une batterie de cuisine fabriquée en France aujourd'hui, même si je la vends significativement plus cher, elle va partir très fort. Mais voilà, donc il y a une conscience écolo, ça modifie les comportements des consommateurs, mais je crois jamais à la révolution dans les comportements de mes clients en tout cas. Nous, on est là pour accompagner les tendances. C'est vrai que ces tendances vers plus de naturel, plus de proximité, plus de local, même sur des CSP moyennes, on la voit se développer plus vite que d'autres tendances de consommation que j'ai pu observer par le passé. Est-ce qu'elle est majoritaire? Non. Okay, merci Delphine. Yves, de votre côté, cette tendance sur l'éco-responsabilité, le green, est-ce que c'est aussi quelque chose de perceptible dans l'optique pour vos consommateurs? Alors tout à fait, tout à fait. Juste auparavant, pendant la période, on a maintenu le lien avec nos consommateurs. Alors on a eu une chance énorme. On avait fait une campagne de co juste avant. La campagne de co, elle est restée affichée pendant 2 mois parce qu'il n'y a plus eu personne dessus. Après, plus sérieusement, sur les réseaux sociaux, sur le CRM, etc., on a été présent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un classement qui existe où on voit que dans les 7 enseignes qui ont le plus modifié leur perception vis-à-vis du consommateur, on voit qu'il y a 4 enseignes de bricolage, 2 enseignes de jardinage et une enseigne d'optique qui est l'acte d'achat, oui, il a changé. Et je crois qu'auparavant, il y avait effectivement, mais ça pouvait encore avoir un certain côté, entre guillemets, vraiment entre guillemets, un peu folklorique, d'aller à la rencontre des préoccupations sociétales des uns et des autres, mais ça pouvait être de temps en temps un alibi. Je crois qu'aujourd'hui, la question d'alibi, elle n'existe plus et qu'il y a une vraie nouvelle façon de consommer. On a sorti, et on avait une opération d'ampleur qui est un petit peu retardée par contre, des lunettes C2C. Les lunettes C2C, ce sont des lunettes qui sont faites à partir des déchets d'océan, des déchets plastiques qui sont recyclés dans les filets de pêche. Et quand on sait la part de l'océan, et on avait organisé, donc ça c'est un peu différé parce que ce n'est pas le moment de le faire, des collectes sur les plages, des collectes, etc., pour nettoyer partout. On le fera, mais on le fera plus tard, parce qu'il ne faut pas le faire de façon sauvage. Ce n'est pas au moment du Covid où on va le faire avec tout ce qu'il peut y avoir sur les plages et autres qui traînent. On sort des montures bio aussi, parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut que ce qui était dit sur la réutilisation des produits, on travaille sur des solaires en location, etc., pour avoir des solaires pour le ski, des solaires pour d'autres opérations, etc. L'usage du produit va être différent. Après, il y avait effectivement ce qui était dit tout à l'heure sur les produits français. La lunetterie française, c'est 0,5% de la lunetterie mondiale. Nous, on doit être à 18% de lunettes françaises. On essaye de faire plus, et d'ailleurs, c'est l'ensemble des grandes enseignes qui essayent d'aider la lunetterie aussi française. Il y a un problème, ce n'est pas simplement le distributeur qui peut faire. La lunetterie française, c'est des gens qui vont faire des pots en métal, c'est des gens qui vont faire des charnières, c'est des gens qui, etc. Personne n'est capable en France de faire des lunettes complètement. Il suffit que celui qui fasse les charnières n'existe plus, il n'y a plus une seule lunette qui sort en France. Donc ça, c'est un vrai problème aussi, de se dire que oui, on peut aider à vendre l'OFG, je ne parle pas du Made in France qui est quelque chose de beaucoup plus factice, on peut aider à vendre de l'OFG, mais pour aider à vendre de l'OFG, encore faut-il que les filières soient aidées, que les filières soient tenues. C'est vrai que malheureusement, on a un certain nombre de filières en France qui, globalement, depuis le choc pétrolier de 1973, elles n'ont pas évolué. Donc, elles sont dans un état de fragilité
qui est énorme. Et ce n'est pas simplement le distributeur qui peut passer des commandes si ça ne peut pas être honoré. Donc, oui, il y a une tâche de filière à faire. Et je pense que si on raisonne toujours en métier et si on ne raisonne pas en filière, on perdra beaucoup de leçons que le Covid aurait pu nous donner. Donc là, il y a vraiment une responsabilité. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à des lobbyismes horizontaux. Si on raisonne en intérêt particulier, si on ne raisonne pas en filière, si on raisonne sur des conceptions du passé, je crains malheureusement que très vite, on ne retourne dans un monde dont on a vu que beaucoup de monde ne veut plus aujourd'hui. Donc oui, il y a une crainte qui est la responsabilité des entreprises, qui est aussi la responsabilité des individus, et aussi la responsabilité des journalistes dans la façon de commenter, de faire l'événement, et de ne pas faire forcément que du sensationnel, qui est peut-être une dérive qu'on peut imaginer qui peut de temps en temps se produire. Merci Yves. Delphine, de votre côté, cette appétence pour le Made in France et le sourcing local, c'est aussi une tendance très visible depuis la réouverture? Encore une fois, je pense que c'est une tendance qui, d'abord parce que moi, je ne sais pas adapter mon sourcing, surtout en période de confinement, imaginez bien, pour faire face à ces changements potentiels d'attitude de consommation. Donc, on est sur des temps d'approvisionnement longs, parce qu'on est souvent dans de la co-conception de produits et que ça, à la fin, ça prend peu ou prou 6 mois. On était sur cette tendance-là avant, il n'y a aucun doute. Elle perdure, elle continue à se développer, à prendre de la place. Encore une fois, elle reste plutôt minoritaire chez nous. En revanche, ce que moi je constate, sortie de confinement, c'est une volonté d'aller retrouver malgré tout du plaisir et du plaisir raisonné. C'est-à-dire qu'on essaye de plus justifier ses achats. Moi, j'ai vu une très nette tendance au déconfinement à orienter sa consommation vers des produits plutôt plus chers, post-rationalise ou pas, derrière une idée de vague investissement dans la durée, mais des plus gros paniers moyens et des produits plutôt plus chers, avec une justification. La marque, l'usage, faire plaisir à ses enfants, que sais-je encore, mais pas, voilà, le monde de la consommation gadget et futile est clairement en retrait. Merci Delphine. Alors, on a parlé des nouveaux usages en matière de consommation. J'aimerais peut-être qu'on aborde maintenant la crise du point de vue des nouveaux usages digitaux. Alors, est-ce que, du coup, chez Stocomanie, vous pensez davantage investir sur le digital suite à cette crise Covid? Est-ce que ça change un petit peu le paradigme? Ah bah, ça change complètement le paradigme. Nous, voilà, n'ayant pas de e-commerce, on s'est retrouvé à zéro absolu pointé de chiffre d'affaires, ce qui est quand même un traumatisme important. On a un traumatisme important pour moi en tant que présidente, pour l'ensemble de la société, les collaborateurs qui encore aujourd'hui, malgré tout, craignent pour l'emploi, et puis ce coup d'arrêt. Donc, ce coup d'arrêt, dans le lien en plus avec le client, parce que bien sûr qu'on fait beaucoup de digital depuis très longtemps, parce qu'on a une cible très affinitaire, des gens qui nous aiment, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc on communique beaucoup. Quand vous êtes commerçant en période de Covid, il n'y a pas d'histoire à raconter. Enfin, je veux dire, on peut se faire plaisir, on peut, oui, garder le lien, mais en même temps, on n'avait plus rien à raconter avec nos clients. Donc ça, c'était un vrai... oui, c'est au choc d'avoir zéro chiffre d'affaires, le fait de n'avoir plus rien à raconter, on a rajouté une couche. Donc, oui, ça accélère certains projets dans le digital, certaines réflexions autour de comment maintenir le fil, sinon de la consommation, mais du lien avec nos consommateurs. C'est très clair.
Merci Delphine. Et Yves, de votre côté, est-ce que la crise Covid change votre stratégie et la place de l'e-commerce et du digital au sein du groupe? Alors oui, je crois que c'est évident, on peut pas être autiste. Après, comme je l'exprime souvent, la vente de lunettes de correction, aujourd'hui au niveau du centrage, le e-commerce est extrêmement minoritaire. Aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas encore à faire du centrage, notamment pour des effets progressifs, et quelque part, des lunettes, il faut que ça tienne sur la tête, et ça, par e-commerce, c'est encore complexe. C'est pour ça que nous, on fait de la e-réservation. La e-réservation, c'est quoi? C'est un catalogue de lunettes qui est présent, et le consommateur choisit ses lunettes, il choisit ses verres, on lui indique les 3 magasins les plus proches de chez lui pour qu'il s'y rende. Donc ça, c'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui est qualitatif, et c'est une façon de joindre le professionnalisme du professionnel de santé avec l'Internet, avec effectivement cette question de praticité. C'est quelque chose qui est important, en sachant qu'aujourd'hui, c'est dans les magasins, qu'on fait l'optique à domicile, que tout ça, ça peut se conjuguer, etc. Après, l'Internet, oui, ça existe pour des points qui sont les lunettes de soleil. Et là, il faut qu'on accélère de façon importante parce qu'on n'a pas forcément besoin où les gens repèrent, etc. Ils vont aussi souvent qui est le mieux disant. Donc là, on a un effort à porter. On a un effort à porter également sur les lentilles de contact parce qu'une fois que j'ai des lentilles de contact qui m'ont été prescrites et qu'elles me vont bien, je n'ai pas obligatoirement besoin de repasser chez mon opticien. Si elles me sont livrées dans ma boîte aux lettres, ça peut être pratique. Donc, il faut le faire et il faut que les gens préfèrent ce mode avec nous qu'avec d'autres. Et le fait, effectivement, que l'on réalise des lunettes de qualité, on peut facilement trouver des jonctions pour faire que, eh bien, effectivement, je vais chez Optique 2000, mais le fait d'acheter des lunettes, des lentilles de contact aussi chez Optique 2000, ça va me faire quelque chose sur les lunettes Optique 2000, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vrai qu'on est dans un modèle qui est digital, qu'il y a une appétence complète au digital. Il y a un conseil du magasin qui ne saura jamais être oublié. Il ne faut pas que ce conseil du magasin, ça soit du déclaratif. Il faut que les gens soient formés réellement et parfaitement et qu'ils soient beaucoup plus compétents qu'un simple tutoriel de digital qui explique les choses et qui quelquefois les explique bien. Donc ça, je crois que c'est aux marques de renforcer cet atout et de ne pas dire simplement « oui, mais nous, on a le conseil » et d'avoir des vraies choses qui soient appliquées. Si on réunit les deux, je pense qu'on est sur les tendances effectivement de retour à une réalité, à des magasins, à quelque chose d'humain, et on est aussi dans le modernisme du digital. Donc ça, c'est la voie sur laquelle on travaille. C'est une voie qui est hyper importante parce que le consommateur change. Il faut qu'il puisse avoir les choses chez lui ou, quand il y a problème de santé, tout du moins aujourd'hui, dans le magasin ou à domicile avec l'opticien qui se déplace. Et je crois qu'il faut faire les choses avec raison. Et si on fait les choses avec raison, on n'aura pas de conflit entre l'ancien monde et le nouveau monde. Ça ne peut pas être l'ancien monde. Le dernier des Mohicans était quelqu'un de très bien. Le grand problème, c'est que c'était le dernier. Et le nouveau monde, c'est un monde souvent qui est souhaité, c'est un monde qui est déclaré. Tout le monde n'est pas dans le nouveau monde. Et on est encore, il faut aussi se le dire, dans des technologies souvent intermédiaires qui font que ce n'est pas encore extrêmement pratique et que quelque part, il y a toute une partie de personnes qui sont laissées en dehors. Et il faut faire attention à ne pas faire plaisir simplement aux bobos, mais à tout le monde. Bien sûr, il faut s'occuper de tous ceux qui sont déjà dans le nouveau monde, mais il faut que ça soit un monde d'accès facile. Parce que quand on écoute les gens, ils se disent, moi, pour avoir ma télé, mon je sais pas quoi, tous mes outils, etc., mon Sonos, etc., une fois sur 5, ça ne marche pas, etc., on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de facilité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'ergonomie qui soit apportée, de la facilité, et avec ça, oui, on en arrivera. Ce n'est pas simplement en déclarant une façade et avec des choses où beaucoup vont renoncer
qu'on va y arriver. Alors, peut-être que c'est une étape obligée, et certainement, ça montre le sens des choses. Et je pense que c'est aux marques, aux enseignes responsables, de rendre tout ça accessible et de les rendre faciles. Autrement, on aboutira à un clivage du monde avec des gens qui seront effectivement laissés de côté. Ils pourront toujours aller voir sur le trottoir d'en face, il n'y aura rien. Puis des gens qui seront sauvés. Donc, on a tous une tâche de vulgarisation, d'aide et d'assistance pour faire passer dans ce nouveau monde et qu'il y ait le minimum de personnes oubliées. Merci Yves. Alors avant de vous emmener tous les deux vers la conclusion de la table ronde, peut-être un mot sur les collaborateurs. Il y a certaines enseignes, alors notamment aux États-Unis, Walmart a beaucoup souffert de l'absentéisme de ses collaborateurs post-Covid. Du côté d'Optique 2000 et de Stocomanie, est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça ou pas du tout? Vous la première. Merci. Alors, non, je ne me plaindrai pas de l'absentéisme. Je pense qu'il faut être conscient. Il commence à y avoir pas mal de parutions dans la presse. Le déconfinement a finalement été plus source de troubles que le confinement. Moi, j'ai eu la chance face à la crise. Les collaborateurs ont très bien réagi. On a joué la transparence avec eux. On a fait beaucoup de pédagogie pour leur expliquer ce qui se passait. On a monté une opération en milieu de confinement qui a été très salutaire pour tout le monde. C'est qu'il se trouve qu'entre autres choses, j'avais dans mes magasins au moment de la fermeture des œufs de Pâques. Donc, je ne vous fais pas le dessin, réouverture le 11 mai, mais les œufs de Pâques ne pouvaient que prendre la poussière. Et donc, en l'espace de quelques jours, on a monté une opération pour exfiltrer les œufs de Pâques et aller les distribuer au personnel soignant en proximité de nos magasins. Et donc, on a pu solliciter nos équipes. Ce n'est pas si facile que ça, hein, quand des magasins sont sous alarme, voilà. Qu'en l'espace de quelques jours, en maintenant la distanciation physique, la sécurité des marchandises en magasin, etc., que d'organiser ça. Ça a été une vraie bouffée d'air frais, en même temps qu'une vraie démonstration de générosité de l'ensemble des collaborateurs qui a fait beaucoup de bien à tous. Le déconfinement a aussi été salutaire parce que je pense que les gens, moi la première, on en avait soupé. Et plus, même si j'ai apprécié le confinement en famille, j'avais plus beaucoup de sujets de conversation, faut bien reconnaître. Mais oui, le retour progressif au monde d'avant a été quand même compliqué, a été source de troubles, voire de mal-être. Tout le monde n'a pas vécu pareil le confinement, mais malgré tout, on est dans un monde qui se cherche encore, à commencer par les protocoles sanitaires hein, dans les entreprises. Moi, j'ai fait une exception pour vous, mais je porte ça toute la journée hein, dans mes locaux avec l'ensemble de mes collaborateurs. Donc, le retour au monde d'avant ne s'est pas produit et a quand même créé un peu de déception. Donc, il va falloir continuer à y être vigilant. Les gens sont là, ils avaient envie de retrouver leur cadre habituel, mais sauf que ce n'est pas le cadre habituel. Donc, on continue à naviguer malgré tout sur une ligne de crête, même si on pourrait penser que le pire est derrière nous. Merci Delphine. Un mot Yves de votre côté? Pour nous, ça a été un peu similaire. Il y a deux périodes. Il y a le confinement, il y a le déconfinement. Confinement, si on regarde au siège, je dois avoir 470 personnes. J'ai eu 137 personnes qui ont été en télétravail. Les autres personnes au chômage partiel. Qui a le mieux vécu? J'en sais rien. Ceux qui étaient en télétravail, ça donnait énormément d'écoute entre les gens, des réunions qui commençaient à l'heure, qui finissaient à l'heure,
énormément d'écoute. Et je crois que au niveau des directeurs, par exemple, puisque tous les jours on faisait une conférence avec les directeurs, ça soudait énormément le comité de direction. Après, les directeurs, ils ont un peu dupliqué ça avec leurs équipes qui étaient en télétravail. Et là, on a eu le même effet. On a eu un fort accompagnement qu'a fait la DRH sur tous les gens qui n'étaient pas en télétravail. Parce que curieusement, ce sont les gens qui n'étaient pas en télétravail qui se sont dit, mais est-ce qu'on a besoin de moi, est-ce qu'on n'a pas besoin de moi, après, qui a été confiné dans des circonstances plus ou moins faciles selon les uns et les autres, de taille, de nombre de familles, d'âge de résidents au même lieu. Et là, il a fallu s'en occuper beaucoup. Il a fallu s'en occuper beaucoup pour ne pas donner l'impression d'une société à deux vitesses. Et c'est vrai que dès qu'on a pu, puisqu'il fallait, chance ou malchance, mais il fallait que les magasins des quatre enseignes, ce qui fait quand même 2400 au total, puissent réouvrir dans des bonnes conditions, il a vraiment fallu aussi préparer la réouverture. Donc, on a rappelé au travail, au bureau, la logistique, on a rappelé l'atelier, on a rappelé, etc., tous les services, etc., petit à petit, pour faire en sorte que les magasins puissent réouvrir aussi dans des bonnes conditions. Et ça redonnait en interne une vraie croyance et ils ont vu qu'on avait besoin de tout le monde. Aujourd'hui, globalement, tout le monde est rentré. On a encore du monde en télétravail, mais le télétravail a été réduit par rapport à la période du confinement. On a demandé aux directeurs d'être en télétravail un minimum de jours pour qu'ils soient au sein de leurs équipes, parce que les équipes ne les ont pas vus. Et c'est important qu'ils les voient, parce qu'aujourd'hui, certains se disent, oui, mais finalement, le télétravail, c'est pas mal. Donc, il va certainement y avoir des réflexions continues dessus. Donc, on va certainement faire des choses, mais ça ne sera pas de l'autogestion, parce qu'on peut faire du télétravail, mais pas pas n'importe comment. Il y a des règles à suivre, parce qu'il faut que l'entreprise marche. Il y a des moments qui sont des moments où il doit y avoir du transversal, où les gens doivent être avec leurs équipes en présentiel. Mais oui, il faut aussi là aussi évoluer. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité globale des chefs d'entreprise. Vis-à-vis des magasins, alors, nous, on est toujours aussi sur des horaires élargis pour permettre aux gens de partir plus tôt ou rentrer plus tard et d'avoir moins de monde dans les bureaux. Pardon, excusez-moi. D'avoir moins de monde dans les bureaux pour pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale. Donc oui, ça fait du travail. On le respecte à 100%. On remet tout le monde au travail. Les choses vont bien, mais c'est vrai qu'il faut en tenir des leçons, des évolutions, que ce soit au siège et que ce soit dans les magasins aussi. Et la prise, par exemple, de rendez-vous, on sait qu'il y a 20% de rendez-vous qui se prennent après 19 heures. Donc oui, ça change les choses, ça change les façons de travailler. Et aujourd'hui, par exemple, nos animateurs réseau ont une tâche, c'est que ces rendez-vous qui se prenaient par Internet, qui se prenaient par téléphone, que ça continue, qu'on ne retombe pas dans le monde antérieur. Et je crois que c'est extrêmement important de dire qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a pu apporter, qu'est-ce qui est mieux fait, et comment on peut continuer dans ce sens-là et qu'on ne revienne pas à l'état antérieur. Si on revient à l'état antérieur, je pense qu'on aura perdu énormément en plus de l'économie, des leçons qu'on devrait apprendre. Merci. Alors, on arrive là vraiment à la conclusion de cette table ronde. Avant de laisser la parole à Olivier et Philippe pour avoir un petit peu leur feedback de cette table ronde, peut-être Delphine et Yves, j'aimerais peut-être vous entendre sur votre mot de la fin. Donc, on comprend bien que le monde d'après ne sera pas le même que le monde d'avant pour vos enseignes respectives. Je vous laisse à tous les deux le mot de la conclusion, et puis je laisserai aussi Philippe et Olivier commenter. Delphine.
Alors, je suis complètement d'accord avec vous, Yves. On ne retournera pas au monde d'avant. Toute la difficulté, c'est de garder, c'est de maintenir ce rapport au travail enthousiasmant et gratifiant, qui soit a un peu de mal à s'exprimer en ce moment parce que les organisations se cherchent, parce qu'on n'est pas revenu dans un mode où on peut interagir avec les gens et cette difficulté à interagir librement, d'être en réunion, d'avoir encore beaucoup de Zoom. Tout le monde a compris qu'est-ce que le confinement avait rendu de très efficace et qu'est-ce que le physique rend de très efficace. Là où on n'est pas clair, c'est sur l'équilibre entre les deux, parce que le télétravail, tout le monde est d'accord, et moi la première. Il n'empêche que quand on veut créer, innover et qu'on a besoin d'échanger et de se couper la parole, ça ne marche pas très bien à distance, étape numéro 1. Et étape numéro 2, il y a un vrai sujet pour la suite, c'est la mise en emploi des jeunes. Moi, je pense, voilà, vous représentez une école. Je pense à tous les jeunes diplômés, à tous ceux qui sortent de l'école, à tous les moins diplômés, ceux qui cherchent des alternances, voilà. Bien évidemment, les opportunités sont rares en ce moment, étape numéro 1. Et étape numéro 2, mettre le pied à l'étrier à des jeunes dans des situations avec des fortes doses de télétravail, ça ne marche pas très bien non plus. Donc je pense que, voilà, nous, on se cherche encore d'un point de vue modèle sociétal et économique, parce qu'on a été très affecté par la crise. Et je considère que c'est la vocation de l'entreprise que de donner le goût du travail à des jeunes. Et je dois reconnaître qu'on n'est pas très mal en mesure de faire ça à l'heure actuelle. Et ça m'inquiète pour la suite. Moi, je rejoins complètement ce que Delphine dit et je dirais que sur le plan de l'intégration des jeunes, c'est important. Nous, j'ai créé en 1988 un centre de formation sur 600 mètres carrés avec le vieux proverbe, c'est la première valeur dans les entreprises, c'est la valeur humaine, c'est la ressource humaine. Là, on a décidé 2 choses qu'on a mis dans le plan stratégique. On s'est aussi servi du Covid pour refaire avec la direction et échanger avec le conseil d'administration un plan stratégique à 5 ans. Sur le plan stratégique à 5 ans, on a mis la formation des jeunes je dirais, à la base de tout. Parce que si le monde se transforme, les métiers vont se transformer, il faut que les équipes se transforment, mais il faut aussi que la transformation, elle vienne des gens que l'on intègre. On a des vendeurs qui sont d'excellents vendeurs, mais qui sont opticiens, ce qui est une qualité, mais qui, dans leur cours d'optique, ont eu extrêmement peu, en dehors de notions techniques, de notions de ressources humaines, de notions de vente, etc. Donc, on a créé un module de vendeur choc, destiné à 2 populations. Premièrement, je recherche quelqu'un, et bien, cette personne a désormais des modules de vendeur choc qui sont disponibles au siège et en région pour intégrer l'entreprise. Deuxièmement, ce module de vendeur choc, il peut être suivi par les équipes des magasins. Mais pour qu'il soit suivi par les équipes des magasins, on a des magasins qui ont des petites équipes, puisqu'on est à 4 personnes et demie à peu près par magasin. Il faut d'abord que le chef d'entreprise, celui à qui appartient le magasin, l'ait suivi, qu'il y croit, et puis que lui, il l'ait compris et qu'il diffuse l'information à ses salariés et que tous ces salariés qui sont à la vente soient formés. Ça, c'est 2 choses qu'on a fait. Troisièmement, on a pris un accord avec un CNAM qui va s'étendre sur l'ensemble de la France et sur une école d'optique qu'on va étendre aussi, pour que des gens qui soient formés au BTS d'optique, puisque pour avoir un magasin d'optique, il faut avoir un BTS, et bien que quelque part, ils connaissent la vente à domicile, qu'ils connaissent la télémédecine, qu'ils connaissent la vente aux EHPAD
qui connaissent, etc. Et ce sont des modules aussi qui sont accessibles indépendamment du BTS et de la licence dans lequel on a rajouté ces éléments, qui sont aussi disponibles pour les magasins, pour tous les magasins d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le métier va évoluer. Si le métier va évoluer et si les opticiens ne savent pas pratiquer les compétences de demain, ils seront foutus. Par contre, Yves, on a juste quelques minutes pour conclure. Est-ce que juste très, très vite, un mot de conclusion, et puis après, je vais laisser Philippe et Olivier prendre la main pour conclure sur ces débats. Oui, ben à nous de ne pas gâcher le Covid, à nous de garder le contrôle des entreprises, parce qu'une entreprise, ce n'est pas de l'autogestion. Une entreprise, c'est une direction, c'est des valeurs et c'est du monde qui suit la direction. Et à nous de tenir compte des phénomènes sociétaux nouveaux. Merci beaucoup Yves pour cette belle conclusion. Un grand merci aussi Delphine pour ces échanges passionnants de ce matin. Philippe, Olivier, je vous laisse commenter. Merci Elisabeth. Alors merci vivement Monsieur Mathès, Madame Monsieur Guérin, c'était absolument intéressant et je vais laisser le professeur Moati, moi je vais surtout faire une conclusion et vous donner rendez-vous à la prochaine fois, mais je vais laisser le professeur Moati donner peut-être un peu ses commentaires ou son feedback rapidement sur ces témoignages tout à fait passionnants. Il y aurait énormément de choses à dire, hein. Je rebondis juste sur le dernier propos là, que je viens d'entendre sur l'autogestion. Il se trouve que c'est un thème qu'on a abordé dans la dernière vague de notre enquête. Et de manière assez surprenante, on a des Français qui sont très favorables à l'autogestion. Donc, quand je vous dis qu'il y a un souffle révolutionnaire qui souffle sur le pays et qu'on a vraiment envie de tout changer, ça va jusque-là. Ça va jusque-là, ça attaque la gouvernance des entreprises, quoi. Donc, je voudrais, pour ne pas prendre trop de temps, peut-être revenir sur un point qui a traversé cette table ronde. C'est cette segmentation des consommateurs. Et je voudrais lever un peu un malentendu, peut-être, hein. Donc, moi-même, j'ai entretenu l'idée qu'il y avait 2 blocs. C'est plus compliqué que ça, hein. J'ai insisté sur la porosité des utopies tout à l'heure. Je vous ai montré qu'en fait, aucune n'est vraiment complètement rejetée et que finalement, il y avait une très forte convergence. Chacun, finalement, dans une société individualiste, chacun a tendance à aller piocher à droite, à gauche, ce qui constitue sa propre vision d'une société idéale. On a refait une typologie. Vous savez, quand on fait une enquête, on fait toujours une typologie sur la base du détail des réponses apportées par les répondants. On a retrouvé à peu près celle de l'année dernière, mais on a dû créer un groupe nouveau qui n'apparaissait pas l'année dernière. Et ce groupe, on l'a appelé, et c'est très évocateur, les écologistes identitaires. Pour vous montrer justement qu'on a des individus qui sont en train de marier les contraires. Et qu'en fait, si j'oppose dans les résultats agrégés l'utopie écologique et l'utopie sécuritaire, en réalité, il y a un socle commun qui rassemble une très grande fraction des Français, notamment au travers du local. J'ai insisté beaucoup sur la critique de la mondialisation et le goût pour le local. Alors, je crois qu'effectivement, il ne faut pas raisonner en opposition. Les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Simplement, encore une fois, dans le jeu de l'arbitrage entre les idéaux et les contraintes, on n'est pas logé à la même enseigne, sans jeu de mots. Et donc, pour forcer un peu le bâton, dans l'autre sens, je dirais qu'il y a quand même un trait marquant des tendances de la consommation depuis déjà quelques années. Ce n'est pas lié à la crise sanitaire. C'est une tendance à l'universalisation de la norme. C'est-à-dire qu'en gros, on aspire tous à peu près à la même chose. À peu près à la même chose. C'est flagrant dans l'alimentaire. Dans toutes nos enquêtes, on voit qu'il y a une aspiration à manger sain, mais qui traverse toutes les couches de la population. Ceci dit, manger sain, ça coûte un peu plus cher en moyenne, voire quelquefois sensiblement plus cher. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Ce qui crée d'ailleurs de la frustration. Et je pense qu'on a un ingrédient de la crise sociale, c'est ça, si vous voulez, cette volonté d'adhérer à une norme de consommation qui s'est universalisée et qui aujourd'hui tend vers la qualité, dans tous les sens du terme, y compris la qualité environnementale et sociétale, mais tout le monde ne peut pas y accéder. Et plus on est en bas de l'échelle des revenus, plus l'accès à cette norme de consommation est problématique. Alors j'ai pris comme illustration de consommation responsable, il y a aussi consommer les derniers gadgets technologiques, etc. Ne sombrons pas dans l'angélisme. Et donc, quand vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas accéder à ce qui vous paraît légitime, parce que tous les autres vous semblent pouvoir, eux, y accéder, eh ben, vous êtes un petit peu frustré, voire vous êtes en colère. Donc, je pense que c'est une des grandes difficultés qu'on va avoir à gérer, vous, au niveau des enseignes et des marques, et globalement au niveau de l'équilibre de la société. Comment on gère la frustration liée à une évolution de la norme de consommation qui tire vers le haut et qui est largement partagée au sein de la population, alors que la contrainte budgétaire, elle est très inégalement répartie. Donc, pour les marques et les enseignes, je vous ai entendu, je crois que vous l'avez compris, c'est se donner cette mission de permettre l'accès à tous
à une norme de consommation qui est tirée vers le haut, pas facile à dire, très compliqué à faire, et puis à l'échelle collective, peut-être trouver des pansements, trouver des nouvelles normes de redistribution qui permettent de passer cette étape qui va être, à mon avis, extrêmement dangereuse sur un plan politique, parce que de ce genre de contexte peut sortir l'improbable. L'improbable et le dangereux. Donc, grande vigilance, je crois, est ici requise. Je me tais, parce qu'on a déjà des... Si je peux me permettre juste un mot. On a créé en 2016 l'engagement zéro dépense. Lunettes, prise en charge complètement, sécurité sociale et complémentaire. Pourquoi j'ai créé ça? On a créé ça parce qu'on s'est dit il est impossible qu'au XXIe siècle, des gens ne puissent pas avoir des équipements. Donc, on a créé des lunettes qui sont made in France, qui sont faites, made in France ou pas d'ailleurs, qui sont faites avec le premier verrier mondial, Essilor, pour que tout le monde puisse avoir des lunettes de qualité. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? Il y a deux qualités, deux restes à charge. Il y a un reste à charge qui est un reste à charge voulu. Celui qui va vouloir des lunettes qui sont griffées Chanel. C'est logique et normal que les complémentaires ne prennent pas en charge la griffe Chanel ou autre. Par contre, ce qui est anormal, c'est que des gens ne puissent pas ressortir d'un magasin d'optique avec des lunettes avec 0 €. On l'a créé. Qu'a fait Macron? Il a annoncé le 100% santé qui est un peu perdu de vue avec le Covid, qui est la même chose. Nous, simplement, on l'a fait en 2016. Donc, ce que vous dites, oui, c'est important. Et il faut que tout le monde puisse accéder à des produits de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je vais juste dire, pour aller dans ce sens-là, qu'il y a un élément sémantique qui a un peu échappé, mais c'est que la crise des Gilets jaunes, ils se battaient pour le pouvoir d'achat. Ce n'était pas une remise en cause de la société, etc., et notamment de la dimension hyperconsommation et autres, mais il y avait effectivement aussi une lutte pour le pouvoir d'achat. Alors moi, je ne vais pas faire de commentaires, le temps est déjà largement écoulé. Je voudrais vous remercier vivement tous les trois pour ces échanges, ces témoignages et ces analyses absolument passionnantes. Nous allons continuer, dans le cadre de la chaire, à travailler sur ces questions des conséquences possibles, des impacts possibles de la crise sanitaire sur les comportements d'achat, les stratégies de distributeurs, en différenciant bien d'ailleurs la partie, comme vous l'avez fait, post-confinement, mais toujours sous la pandémie, de ce qui pourra se passer éventuellement quand la pandémie sera régulée, parce qu'effectivement, c'est encore une autre affaire et il y aura évidemment toutes ces dimensions sécuritaires et contraignantes un peu en moins dans les comportements des acheteurs. Alors cependant, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine fois pour un thème un peu différent, même si nous allons, la chaire, ça n'est pas uniquement les petits déjeuners et les webinaires, comme vous le savez, c'est aussi des travaux de chercheurs, des travaux de doctorants, etc., beaucoup de choses. Mais pour le coup, la prochaine fois, notre prochaine rencontre qui, je l'espère, enfin, on n'en sait rien, même si ça a bien fonctionné, ces webinaires online, mais peut-être sera cette fois-ci en présentiel dans les locaux de l'ESCP. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Je pense qu'on va plutôt faire ça vers la fin septembre, mais on vous tiendra informé rapidement. Et puis ensuite, on reprendra notre rythme habituel des premiers mercredis de chaque mois sur l'expérience client, la traçabilité et notamment l'impact de la RFID, de toutes ces puces et ces systèmes de tracking. Est-ce que ça change la donne de l'expérience ou pas? D'ici là, nous vous souhaitons un excellent été et nous vous remercions vivement d'avoir participé si nombreux à nos échanges. Et puis encore merci à nos trois guest speakers ce matin. Merci vivement, c'était passionnant. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.